Donc William Blanc, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ton dernier livre important et copieux sur l'histoire du mythe arthurien. C'est un livre étonnant parce qu'on se rend compte que le mythe du roi Arthur, qui est un mythe médiéval extrêmement lié au monde de la chevalerie, va finalement se retrouver pris dans la culture populaire, d'abord anglaise au XIXe siècle, puis américaine, et puis finalement dans la nôtre tous les jours quasiment. Quoi. Est-ce que tu peux déjà nous raconter un peu le début du mythe, revenir un peu avant de parler du mythe actuel, à ce que c'est que l'histoire du roi Arthur? Alors, il faut avoir conscience, ça, les historiens en sont, les spécialistes de la question en fait en sont de plus en plus certains que l'histoire du roi Arthur en fait c'est un mythe en fait. Le roi Arthur qui est censé avoir vécu selon les sources fin 5e début 6e siècle. Le roi Arthur, il n'a pas existé en fait. Quand en fait, il y a une source anglaise, enfin bretonne en fait, bretonne au sens de la Bretagne, de l'île de Bretagne. Il y a une source qui parle de ces périodes-là. C'est une source qui est écrite par un moine qui s'appelle Gildas, et donc qui parle de la période, en fait, qui parle des grands chefs de guerre de la période. En fait, il ne cite pas Arthur. Donc, et pareil, quand on fait des fouilles archéologiques, on n'a rien retrouvé par rapport au roi Arthur. En fait, la première mention certaine qu'on ait du roi Arthur date du 9e siècle dans un texte d'un moine gallois qui s'appelle Nennius. Et en fait, le texte est très court, c'est dans un texte beaucoup plus large. En fait, il y a un passage qui est consacré au roi Arthur et qui dit que le roi Arthur en fait combattait, donc était un chef de guerre, même pas un roi, qui combattait donc un chef de guerre breton. Breton, on se souvient encore une fois des îles britanniques qui combattaient les Saxons. En fait, la première grande étape du mythe arthurien, c'est le XIIe siècle, avec l'histoire des rois de Bretagne de Geoffroy de Monmouth. Il écrit ça entre 1135 et 1136. Et en fait, lui, pour le coup, il développe largement le mythe arthurien. Il invente plein de choses. Il invente notamment la conception du roi Arthur entre Igerne et Uther, donc une conception adultérine en fait d'Arthur au château de Tintagel. Il invente aussi la fin du roi Arthur, il invente la trahison de Mordred, donc il y a plein de choses. Et ce qui est assez marrant, c'est que déjà à cette époque-là, on voit qu'il y a des éléments qui ne sont pas là et qui vont être inventés aussi par d'autres auteurs. Par exemple, Geoffroy écrit en latin. 20 ans après, il y a un auteur anglo-normand qui s'appelle Wace, un W-A-C-E, qui écrit en fait une espèce de traduction du texte de Geoffroy, qui s'appelle le roman de Bru. Et dans ce roman-là, Wace est le premier à inventer la table ronde, qui n'existait pas chez Geoffroy. Pareil, 20-30 ans après, il y a Chrétien de Troyes, qui lui va écrire une grande série de romans arthuriens, notamment Lancelot, le Chevalier à la Charrette, ou Perceval, le Comte du Graal, et il invente des personnages, donc Lancelot, Perceval, et il invente le Graal. Le Graal qui va être développé par des générations suivantes. Par exemple, le Graal chez Chrétien de Troyes, c'est pas vraiment un objet chrétien. Puis en plus, la quête du Graal n'est pas au centre du texte de Chrétien de Troyes. Ça va devenir central, ça va devenir un objet chrétien, notamment avec Robert de Boron au début du XIIIe siècle, qui va en faire donc la coupe qui a recueilli le sang du Christ, qui était ramenée en Angleterre par Joseph d'Arimathie. Et puis après, la quête du Graal va devenir un objet central du mythe arthurien. Mais on voit que déjà au Moyen-Âge, il y a différentes générations qui inventent petit à petit des éléments qui les rajoutent pour plaire à leur public dans des contextes complètement différents. Geoffroy, il écrit pour des rois, il écrit pour la cour Plantagenet, donc il met en avant le roi Arthur. Chrétien de Troyes, lui, il écrit plus pour des milieux chevaleresques, donc il va mettre en avant les personnages chevaleresques dans ses romans. Dans les romans de Chrétien de Troyes, le roi Arthur est vraiment en retrait, quoi. Donc on voit déjà qu'il y a le mythe en fait s'adapte en fonction du public et de l'époque. Et surtout, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'au Moyen-Âge, le mythe arthurien n'est pas un mythe populaire, dans le sens où en fait, c'est un mythe qui est créé par et pour une classe précise, donc une classe aristocratique, qui développe une éthique et une imagerie aristocratique, une chevaleresque ou royale. Le paysan, c'est pas fait en direction des paysans en fait, ce type de mythologie. Et c'est ça qui est important, c'est que l'époque contemporaine, aujourd'hui, en fin de compte, quand on regarde bien, et c'est ça qui m'a interpellé quand j'ai fait le bouquin, c'est que le mythe arthurien est plus présent
dans l'espace culturel, social, politique aujourd'hui, qui pouvait l'être au Moyen-Âge. Parce que là, pour le coup, ça touche plein de catégories différentes de la population, quasiment tout le monde, et ça touche une aire géographique que ça ne touchait pas en fait au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, le mythe arthurien, il est concentré en fait dans l'Europe de l'Ouest. Hein. Les grands textes, ils sont écrits en ancien français, en latin, en ancien anglais, avec notamment un texte très important qui c'est le Morte d'Arthur de Malory, qui est écrit fin 15e siècle. Il y a aussi des versions allemandes avec le Parsifal de Wolfram von Essenbach, qui est écrit au milieu du XIIIe siècle. Mais en fin de compte, ça ne dépasse pas beaucoup ces frontières-là. Il y a aussi quelques versions italiennes, espagnoles, pas très connues en fin de compte. Aujourd'hui, donc il y a des versions, voilà, évidemment des versions anglaises, françaises, allemandes, mais il y a aussi des versions américaines, il y a des versions japonaises. Donc on voit que là, on a un mythe qui se mondialise complètement, quoi. Donc encore une fois, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une période plus arthurienne. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais on est dans une période plus arthurienne qu'au Moyen-Âge. Le mythe va un peu décliner jusqu'au 19e siècle, et là il va reprendre, je dirais, beaucoup de vigueur et beaucoup d'importance par un écrivain qu'on n'attend pas spécialement sur ce terrain, qui est Mark Twain, qui va le réintroduire ou l'introduire dans la culture américaine. Il y a un trou en fait arthurien, en gros fin 15e siècle, on commence à se désintéresser petit à petit du mythe arthurien, et en gros à l'époque moderne en fait, surtout 17e, 18e siècle, le mythe arthurien, on n'en parle pas des masses. Et ça, c'est général, parce qu'en fait, le Moyen-Âge ne fascine pas à cette époque. La période qui fascine, il suffit d'aller à Versailles, par exemple, ce qui fascine à l'époque, c'est l'Antiquité. Et par contre, il va y avoir un retour donc, de cette fascination pour le Moyen-Âge, et donc dans cette foulée, un retour de la fascination pour le mythe arthurien, notamment en Angleterre, surtout, principalement en Angleterre, au début, parce que donc, le Moyen-Âge fascine à nouveau. Pourquoi? Il y a deux raisons principales. Déjà, cette fascination, elle vient des romantiques. Et les romantiques s'opposent quelque part aux auteurs classiques. Les classiques, donc 17e, 18e siècle, étaient fascinés par l'Antiquité. Et les romantiques, ils vont quelque part, c'est un effet de génération. Ils se disent, nous, on va être fascinés par la passion, par la violence des sentiments. Et ils associent ça au Moyen-Âge. Voilà, donc il y a cette première chose. Et seconde chose, il y a aussi une réaction par rapport à l'âge des révolutions. Vu que les révolutionnaires eux-mêmes étaient fascinés par l'Antiquité aussi, on peut prendre des gens comme Robespierre, qui parlait de Sparte par exemple, dans un moment de restauration, en fait, de restauration politique, de réaction politique, et bien notamment en gros les contre-révolutionnaires vont dire en fin de compte notre légitimité, notamment la légitimité des structures monarchiques, c'est le Moyen-Âge. Et c'est notamment à ce moment-là qu'on commence dès 1800 en Angleterre, à reconstruire ou à construire des châteaux néo-médiévaux. Avant les palais 18e, on faisait des palais à l'antique. 19e, on fait des châteaux, on fait des palais néo-médiévaux. Et c'est dit clairement, en fait, en gros, il y a des gens qui disent, en fait, on fait des nouvelles Bastilles, en fait, pour protéger nos privilèges, quoi. Donc, dans cette fascination pour le Moyen-Âge, donc, évidemment, le mythe arthurien renaît quelque part et devient à nouveau un centre d'intérêt en Angleterre. Mais c'est pas un centre d'intérêt très populaire. Là, en Angleterre, c'est vraiment fait, le mythe arthurien est fait pour servir de modèle en fait, à la gentry. Donc, on voit arriver le côté américain, c'est qu'à l'origine, pour beaucoup d'Américains, notamment pour Mark Twain, donc, qui a écrit un roman qui est très très populaire et très connu aux États-Unis encore aujourd'hui, qui est un de ses romans les plus lus, mais qui est quasiment inconnu en France. Alors que par exemple aux États-Unis, il était très lu, en URSS aussi, il était très lu, parce que Mark Twain était un auteur de gauche, donc il a été beaucoup lu en URSS. Et donc le truc c'est que ce roman-là, c'est simple. Le pitch quelque part du roman, il est simple, c'est un Américain, donc du Connecticut, un Yankee du Connecticut, qui s'appelle Hank Morgan, qui débarque, sans qu'on sache trop comment, à la cour du roi Arthur. Et là, un peu, c'est le choc de culture. Donc, c'est un Américain donc, moderne qui se moque au départ. Le roman, il est construit en deux parties. Donc, je vais spoiler, comment dire. Donc, ceux qui ne veulent pas connaître la fin se bouchent les oreilles pendant 2 minutes. Mais le truc, c'est qu'il arrive à la cour du roi Arthur et donc, au début, il se moque de ces gens en fait, qui disent voilà, en fait, ces gens-là sont des barbares et tout, médiévaux, superstitieux. Merlin étant un peu dans ce roman le parangon des superstitions, de la superstition et tout,
l'archétype même du type superstitieux qui manipule les gens et tout avec la fausse magie. Et pour Mark Twain, et c'est dit clairement à l'époque, hein, c'est une manière de se moquer de l'Europe et particulièrement de l'Angleterre. En disant, en fin de compte, nous les États-Unis, on est moderne, alors qu'en fait l'Angleterre, avec son régime monarchique, est encore au Moyen-Âge, en fin de compte. Et même il y a des illustrations à l'époque de Daniel Beard, hein, qui est un grand illustrateur de l'époque, hein, où on voit dans les illustrations, par exemple Merlin, il est représenté, il a la tête de Tennyson qui est un grand poète victorien, qui a écrit de nombreux poèmes arthuriens. Donc en fait le but c'est vraiment clairement de se moquer en fin de compte de cette Angleterre victorienne. Mais là où Twain est un auteur brillant, c'est que il amène son public sur son terrain, et puis après il les prend à contre-pied. Parce que le roman se finit, donc je spoil, je l'ai dit, il se finit avec une révolte de chevaliers. Les chevaliers, au bout d'un moment, parce que Hank Morgan, en fait, il impose en fait, son mode de vie à Camelot, et donc il transforme par exemple les châteaux en usines, il transforme les chevaliers, il les bat à la joute, mais en fait, lui, il combat pas à la lance, mais il les combat au lasso et tout, donc c'est des moments assez croustillants dans le roman. Et en fait, il transforme les chevaliers en hommes sandwich publicitaires pour les punir et tout. Et donc il y a une révolte de chevaliers, hein, et donc qui se révolte contre la tyrannie donc, de Hank Morgan, qui est devenu Sir Boss, hein, le Sir Patron. Quoi, donc, et Hank Morgan se réfugie dans un bunker qu'il a fait construire, il a fait construire des mitrailleuses, et donc les chevaliers chargent, et donc il les massacre à la mitrailleuse. Et donc ça se finit dans un quasi-génocide, en fait, ce roman. Et là, Twain, en gros, il dit à son public américain, en fin de compte, est-ce que nous aussi, est-ce qu'on est si moderne que ça? Est-ce que nous aussi, en fin de compte, on n'est pas tombé dans une espèce de nouvelle féodalité? Et en disant ça, il cible une classe particulière, c'est la classe en fait des grands financiers américains de la fin du 19e siècle, qui à l'époque sont qualifiés en fait, hein, et même encore aujourd'hui, la qualification tient toujours de robber barons, donc de barons voleurs. Et c'est une allusion nette évidemment au baron voleur de Romain des Bois en fait. Hein. Donc, et d'ailleurs le nom de Hank Morgan, il n'est pas pris au hasard. Hank Morgan, c'est une allusion à J.P. Morgan, hein, qui est un des grands financiers de Wall Street à l'époque. Hein. Donc en fait, Twain, hein, il dit, hein, dans ce roman-là, il dit en fin de compte, nous aussi, on vit dans une forme de féodalisme, mais qui est un nouveau féodalisme-capitalisme en fait. C'est le texte arthurien le plus adapté au cinéma et à la bande dessinée, très nettement. Hein. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la plupart de ces adaptations, ils évacuent complètement la seconde partie. Là, il n'y a plus que l'image du bon américain qui va aider quelque part le roi Arthur à se développer, enfin la cour de Camelot à se développer. Et d'ailleurs, pour prendre l'exemple de Batman, hein, c'est pas anodin. On est en 46. Déjà, il faut comprendre qu'à l'époque, les numéros de Batman, hein, c'est plusieurs millions de lecteurs, hein, donc c'est pas rien hein, comme production. Mais en 46, quand Batman arrive à la cour du roi Arthur, le parallèle il est évident. C'est les Américains qui sont allés aider les Européens pendant la Seconde Guerre mondiale et qui vont continuer à les aider, hein, avec notamment ce qui va devenir le plan Marshall en fait. Hein. Donc on a évidemment une image extrêmement politique du mythe arthurien. Ça c'est assez fort je trouve. Mais c'est ce qui est très fort dans le livre, c'est qu'on s'aperçoit que c'est surtout les Américains qui vont l'utiliser, qui vont l'intégrer dans leur culture populaire, dans le cinéma, la bande dessinée, la musique, le film d'horreur, enfin tout ce qu'on peut imaginer, qui vont le réutiliser, le remettre quasiment à toutes les sauces, dans une espèce à la fois d'impérialisme positif et en même temps d'impérialisme très agressif. Mais ça va même très loin parce qu'en fait, c'est au-delà de ça, c'est qu'il y a une idée qui court dès le 19e siècle, en imitation un peu à l'Angleterre. En gros, je t'ai dit tout à l'heure, hein, pour Tennyson, voilà, les auteurs anglais, en gros, les chevaliers à table ronde, c'est en gros le modèle pour la gentry, voilà, la classe supérieure britannique. Il y a plein d'Américains qui vont reprendre cette idée-là, mais ils vont la démocratiser en disant, en fin de compte, la table ronde, c'est tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Donc en fait, on doit se comporter comme des chevaliers. Hein. Alors, chevaliers à la sauce du 19e, hein, donc ils ont... Voilà, c'est... en gros, ça doit être accessible à tout le monde en fait. Hein. Et ça va commencer, une des étapes très importantes, c'est en 1894, avec un pédagogue hein, qui est aussi un pasteur donc, protestant,
qui s'appelle William Forbush, qui va créer en fait une organisation de jeunesse qui s'appelle les Chevaliers à table ronde. Tous les enfants qui veulent venir, eh bien, on va les réunir autour d'une espèce de fausse table ronde, enfin de table ronde recrée. Les enfants vont prendre des pseudonymes de chevaliers arthuriens ou de grands personnages et tout, mais a priori c'est avant tout des pseudonymes de chevaliers arthuriens. Ils vont être classés par grade, donc il va y avoir les pages pour les plus jeunes, les écuyers, puis après il va y avoir les chevaliers. Ils vont élire, et c'est hyper important, ils vont élire leur roi. Donc là on est dans un processus complètement démocratique. Et ils vont après, quand ils sont supervisés par un adulte qui va s'appeler le Merlin, lui. Et en fait c'est absolument génial parce que dans cette idée-là, et bien après on dit au môme, voilà, se comporter en chevalier, c'est possible, y compris au 19e siècle aux États-Unis. Pour se comporter en chevalier, il faut faire des bonnes actions, il faut aller aider les vieilles dames à traverser, des choses comme ça. Et il faut après aller distribuer de la nourriture aux pauvres et tout. Ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, il y a une personne que ça va inspirer fortement, c'est Baden-Powell. Baden-Powell, donc, il va voir cette idée, parce que les groupes Forbush ont connu un succès phénoménal en fait. Donc, au début du XXe siècle, il y a 200 000 adhérents, c'est énorme. Quoi. Et en fait, Baden-Powell lui dit, ça c'est génial, je vais faire la même chose, bon, je vais pas appeler ça les chevaliers arthuriens, je vais appeler ça les Boy Scouts. Et puis voilà, donc Baden-Powell, il s'est inspiré directement des groupes de William Forbush pour créer les Boy Scouts, et le premier camp Boy Scout, le premier camp scout en 1907, le thème, c'est le mythe arthurien. Aux États-Unis, en fin de compte, on dit la table ronde, c'est ouvert à tout le monde, c'est en gros cette table ronde démocratique ouverte à tous les citoyens. Donc en fait, on a une transformation complète du mythe. Le mythe arthurien va prendre beaucoup de formes aux États-Unis, et on s'aperçoit que, outre le cinéma, c'est vraiment la bande dessinée qui va s'en emparer, et qui va le malaxer à travers certains personnages, donc pendant quelquefois des dizaines d'années, avec un succès qu'on n'imagine pas en Europe. Et le premier, vraiment très important, c'est Prince Vaillant. Foster, donc le créateur de Prince Vaillant, il crée Prince Vaillant en 1937, donc il a 80 ans. Et en fait, ce qui est absolument incroyable, c'est que chaque semaine, il y avait une planche de Prince Vaillant qui était publiée dans plein de journaux, dans le supplément du dimanche de plein de journaux. Et c'est une BD qui a eu énormément de succès, et qui a été copiée, qui a influencé, par même Gottlieb en France, a fait une parodie de Prince Vaillant en fait. Et c'est une BD surtout qui continue encore aujourd'hui. Chaque semaine, tu as toujours, évidemment c'est plus Foster qui le fait parce qu'il est un peu décédé ce monsieur, malheureusement parce que pour moi c'est un très très grand artiste, mais en fait, voilà, chaque semaine tu as encore une planche de Prince Vaillant qui sort. En fait. Et ce qui est marrant avec Foster, c'est qu'il mélange, parce que là on voit l'imaginaire phénoménal en fait de ces créateurs, c'est que ce que font plein de créateurs américains, c'est qu'en toute connaissance de cause, ils vont faire ce qu'a fait par exemple Chrétien de Troyes au XIIe siècle, c'est qu'ils vont prendre le mythe, mais ils vont le transformer à leur sauce. Et ils vont par exemple rajouter des personnages complètement nouveaux. Prince Vaillant par exemple, c'est un personnage complètement nouveau qui n'existait pas avant dans le mythe, mais qui reprend, et c'est un personnage qui est complètement américain, qui est fait pour faire parler à un public américain, parce que son histoire reprend la mythologie classique américaine. Donc Prince Vaillant, c'est un immigrant qui est obligé de fuir de chez lui, qui s'installe avec ses parents dans une terre un peu dure et tout. Ils construisent un fortin au début, ils construisent un fortin qui ressemble à un fortin à un fort de l'Ouest en fait. Ils s'opposent à des populations un peu louches, c'est des Saxons, des Pictes, on sait, voilà, on comprend que c'est des Indiens, c'est des Amérindiens. Et Prince Vaillant, encore jeune, dit à son père un jour, eh bien moi je veux partir à l'aventure. Son père fait, pas de problème mon fils, donc c'est un peu le self-made man. Prince Vaillant trouve un cheval comme ça dans la cambrousse, il le chevauche, c'est une espèce de rodéo, il fait sa propre selle, c'est vraiment le cow-boy qui se fait lui-même. Et puis il arrive à Camelot. Et là, Camelot, évidemment, il est mal dégrossi, donc c'est l'image même de l'américain un peu terroir, quoi, un peu le cow-boy qui arrive, et qui va être éduqué par cette cour anglaise, britannique, classique de Camelot, mais qui en même temps, lui-même, va éduquer cette cour de Camelot. On a un peu l'image du Yankee, en fin de compte, du Yankee de Mark Twain. C'est qu'il va leur dire, en fin de compte, oui, vous êtes un peu guindé quand même, vous êtes un peu hiérarchisé, tout. Moi, je vais mettre un peu de bordel là-dedans, et puis je vais un peu mettre un peu de démocratie là-dedans, quoi. Donc c'est assez génial, en fait. Et c'est évidemment, le Prince Vaillant de Foster a eu une influence
phénoménal sur plein d'auteurs, des auteurs de comics. Hein. Kirby était fan. Hein. Je vais faire une petite parenthèse sur la France, parce que la France, le mythe arthurien en France, au 19e siècle, il n'y a pas grand monde qui en parle. Début 20e siècle non plus. On peut toujours trouver des œuvres qui en parlent, mais c'est des œuvres en fait qui sont généralement des œuvres très limitées à un public bien particulier, assez intellectuel en fin de compte. Donc c'est pas le grand mythe médiéval en France en ce début du 20e siècle. Les grands mythes médiévaux, il y en a deux concrètement en France. C'est un, Jeanne d'Arc, là il n'y a pas photo, et deux, en termes de texte, c'est la chanson de Roland en fait. Hein. Donc le roi Arthur, bon, ça ne mobilise pas les masses. Mais ce qui est marrant, c'est que la première œuvre populaire en France, vraiment populaire sur le mythe arthurien, c'est une imitation de Prince Vaillant. C'est une réponse à Prince Vaillant qui est faite en 1947, et c'est fait dans les pages, je montre là, c'est une réédition d'ailleurs assez récente, hein, Yves Leloup, d'accord, on voit d'ailleurs, il a la tête de Prince Vaillant en fin de compte, hein, quasiment, Yves Leloup, qui est en fait c'est publié dans les pages de Vaillant, hein, donc le journal communiste en fait pour la jeunesse. Et donc c'est une réponse en fait des communistes à une BD américaine, et dedans Yves Leloup évidemment, alors c'est marrant, la quête du Graal, c'est une espèce d'illusion faite par une sorcière. Yves Leloup s'oppose à des évêques, il s'oppose même au roi Arthur qui veut pas défendre le pays contre les Saxons. Le premier épisode c'est ça, on comprend que le roi Arthur là c'est Pétain en fait qui a laissé tomber voilà, la France, alors qu'Yves Leloup c'est en fait le vaillant résistant communiste qui lui dit. C'est assez croustillant, et encore une fois, à l'époque Vaillant c'est 100 000 exemplaires. Hein. Ah, donc c'est pas rien. Donc en fait la première œuvre populaire arthurienne en France, c'est une œuvre communiste, donc c'est assez rigolo à noter, et encore une fois, c'est une imitation, une réponse en fait à Foster. Et d'ailleurs, pareil, hein, la seconde grande BD populaire, c'est Chevalier Ardent. C'est Chevalier Ardent de Crénels en fait. Hein. Alors là, c'est les années 60. Alors je pense que c'est une réponse à la réponse en fait. Hein. Donc c'est une réponse en fait à Yves Leloup, parce que là, par contre, c'est publié plutôt dans la presse catholique, hein, conservatrice. Et là, évidemment, c'est le bon chevalier qui va à la messe, quoi. Donc, mais clairement, c'est une imitation de Prince Vaillant. Hein. Donc, d'ailleurs, Chevalier Ardent, Prince Vaillant, voilà. Donc, pendant très longtemps, Prince Vaillant, donc de Foster, va être central dans l'imaginaire populaire arthurien. Surtout qu'en 1954, il va y avoir une imitation au cinéma avec Robert Wagner, qui va d'ailleurs mettre une perruque assez kitschos en fait, pour pouvoir avoir l'espèce de coupe au bol de Prince Vaillant. Hein. C'est à voir quand même. Alors, après Prince Vaillant, le mythe arthurien va s'installer à un endroit où vraiment on ne l'aurait pas vraiment attendu. Ouais. Et pourtant, quand on creuse, et quand tu creuses dans ton bouquin, c'est complètement logique, c'est le monde des super-héros. Parce que les chevaliers de la table ronde, ce sont des hommes, mais qui ont une quête super-héroïque, imaginaire, trouver un objet impossible. Ouais. Et les super-héros sont vraiment dans cette optique, et en plus ils sont là pour sauver le monde. Ouais. Comme les chevaliers du roi Arthur sont aussi un peu là pour faire que le monde soit harmonieux. Et il y a l'influence de Foster qui joue. Hein. De toute façon, Foster c'est 37, les premiers super-héros c'est 38, hein, avec Superman dans Action Comics. Et puis après, bon, vers la suite avec Batman, des gens comme ça, des Bob Kane et tout. Et en fait, par exemple, dit comme ça va paraître bizarre, mais par exemple, les créateurs de Captain America, donc Jack Kirby, Joe Simon, hein, donc, qui crée ça pour Timely Comics, qui va devenir après Marvel. Il le crée en 40 en fait, et Joe Simon dans ses mémoires dit nettement que Captain America, il s'est inspiré de Chevalier Arthurien pour créer le Captain America. D'ailleurs, le premier Captain America, la première version, son bouclier n'est pas un bouclier rond, mais un écu en fait médiéval. En plus, c'est une cotte de maille qu'il a. Enfin voilà, donc son costume, c'est une cotte de maille et tout. Donc il y a clairement évidemment une allusion chevaleresque et arthurienne. Captain America à l'époque, c'est pareil, c'est 1 million d'exemplaires par numéro. Hein. C'est un carton absolu. Donc ça pèse quand même dans l'imaginaire. Hein. Et ça a une influence majeure. Donc il va dans un château, en fait il y a une espèce de tournage, un château reconstitué et tout, et il s'oppose en fait à un agent nazi qui est déguisé en fait en bossu de Notre-Dame, et on s'aperçoit en fait que l'agent nazi en question c'est la star du film en fait, qui est donc payé par le Troisième Reich. Et cette star, elle a la même tête que Prince Vaillant. Donc on a une scène où en fait on a un Prince Vaillant qui se fait latter la tronche par Captain America. Et il y a un combat à l'épée, donc chacun a son bouclier, tout ça. Voilà, donc on est clairement dans l'allusion en fait arthurienne.
pourquoi en fait ces créateurs-là, en fait, ils opposent donc Captain America à Prince Valiant. Et là, il faut comprendre un peu le contexte américain de l'époque, et le contexte en fait interne aussi à la bande dessinée américaine de l'époque. Harold Foster, c'est un homme d'un certain âge à l'époque déjà, hein, donc il est assez âgé, il a plus de 40 ans, il est installé dans le milieu, il est respecté, et il publie dans la presse, lui. Enfin, il publie dans la presse, dans la grande presse, dans le supplément du dimanche. Hein, donc c'est un peu le haut du panier dans la BD à l'époque, hein, même si la BD n'est pas considérée comme un art à l'époque, hein, mais c'est quand même le haut du panier. Hein. Et surtout, c'est un blanc anglo-saxon en fait. Hein, donc, les créateurs de comics à l'époque, c'est quand même la plupart, c'est des gens qui sont d'origine juive, immigrés. Hein, Kirby Simon, c'est des fils d'immigrés, hein, donc c'est la deuxième génération en fait. Donc, et qui sont mal vus en fait. Hein, donc voilà, surtout qu'à l'époque, l'antisémitisme aux États-Unis, il est beaucoup plus présent qu'on pourrait le penser. Et donc en fin de compte, on a, et ça c'est assez fascinant, on a cette espèce de récupération du mythe arthurien par Kirby et Simon. Ils recréent un chevalier moderne, modernisé, et puis ils s'en servent pour dire en fin de compte, eh ben, ce chevalier modernisé qui nous ressemble à nous, eh bien en fait, il va quelque part se battre contre le chevalier de l'ancienne génération. Quoi. Donc c'est assez fascinant. Et en fait, ce qui fait que dans les comics, en effet, tu as plein, après Captain America, tu as plein d'allusions en fait, au mythe arthurien. Tu as un super-héros qui est créé quasiment dans la foulée de Captain America qui s'appelle le Shining Knight. C'est encore plus marrant, le Shining Knight en fait, donc c'est le chevalier donc lumineux. Il est, lui ça, alors évidemment, quand on raconte comme ça, c'est marrant parce que on voit qu'à l'époque les mecs s'embarrassaient pas trop de scénarios complexes en fait. Hein. Donc c'est un chevalier complètement nouveau, encore une fois, hein, qui vivait au temps du roi Arthur, qui est enfermé dans un iceberg suite à un combat et tout. Voilà, donc, et l'iceberg, donc il vit au Moyen-Âge, l'iceberg met un millénaire pour traverser l'Atlantique, puis là quand il arrive sur la côte américaine, l'iceberg fond, évidemment. Le chevalier sort en fait en armure de l'iceberg, il fait ah, ce pays est nouveau, ça m'intéresse, et bien je vais continuer d'être un chevalier là, et donc ce chevalier arthurien, Sir Justin, devient en fait un Américain. Il le dit d'ailleurs plusieurs fois dans les comics en disant maintenant je suis devenu un Américain. Donc on voit encore une fois que c'est assez intéressant. On a cette espèce de renouvellement du mythe arthurien par les super-héros. On crée des nouveaux personnages, on les crée à l'image de l'époque, on les crée à l'image en fait, aussi du lectorat en fait, hein, à la fois jeune, urbain, avec énormément de gens qui sont issus de l'immigration et tout, que ce soit italo-américaine ou judo-américaine. Et voilà, ça, on a une transformation très forte. Multiplier les exemples à l'infini, parce que c'est assez génial et assez passionnant. Donc il y a la bande dessinée, il y a évidemment le cinéma. Ouais. Donc dans le cinéma, il y a le grand cinéma hollywoodien, en couleur, en technicolor. En technicolor. Qui sont des films assez merveilleux, qu'on peut re-regarder quelquefois avec un œil un peu amusé, et qui sont des grands films de l'histoire du cinéma. Ouais, bien sûr, ouais. Le cinéma continue à utiliser le mythe arthurien jusqu'à les années 70, 80, 90, 2000, dans des séries qui ont un succès absolument extraordinaire, qui sont Star Wars, Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, Et dans ces trois films-là, c'est une partie du mythe arthurien qu'on n'a pas encore évoqué, qui est le mythe vraiment de la quête, de l'initiation et de la transmission. Surtout la transmission, c'est hyper important. Star Wars, alors le truc c'est que tout le problème c'est que tout ça, on va dire c'est une espèce de déco arthurien en fait. Hein. Il n'y a pas de Lucas, à ma connaissance, a pas dit explicitement ah je me suis inspiré du mythe arthurien. Mais pour le public de l'époque, c'est une évidence en fait. Moi je donne toujours comme exemple le Gene Roddenberry qui est le créateur de Star Trek, hein, donc l'autre grande franchise de SF américaine. Quand il parle de Star Wars, dans une interview, il dit, dans les années 80, il fait « Ah ouais, Star Wars, c'est le roi Arthur dans l'espace. » Voilà, donc c'est une évidence pour le public américain que Star Wars, c'est le roi Arthur. Et pourquoi l'allusion, elle est quand même assez... Dans le premier, hein, donc, dans Star Wars 4, hein, de 77, l'allusion est assez limpide dans le sens où, en fait, il y a la transmission, comme tu dis, entre Obi-Wan Kenobi, qui est un peu le Merlin, en fait, quelque part, et évidemment le roi Arthur, le jeune roi en fait, hein, Luke Skywalker, donc, qui
En plus, alors, les chevaliers Jedi, machin, voilà, des chevaliers, voilà. Donc, et d'ailleurs, on est à une période de barbarie, voilà et tout. Et en fait, le roi Arthur, généralement dans les textes arthuriens, notamment au XXe siècle, c'est vraiment ça. C'est en gros, le roi Arthur arrive dans une situation catastrophique, en fait. Hein. Il réapparaît dans une situation catastrophique, de chaos complet et tout, entre les barons qui se battent, entre les envahisseurs saxons et tout. Donc là, on est dans le même contexte. Hein. Et là où l'idée de transmission que tu évoques est très importante, c'est que quand on regarde bien, dans beaucoup de ces films arthuriens, le Merlin ou le pseudo-Merlin, hein, beaucoup de ces films version américaine encore une fois, hein, le pseudo-Merlin, hein, donc là en l'occurrence Obi-Wan Kenobi, est joué par un acteur anglais. Et il a un accent délibérément anglais. Et le jeune roi Arthur, en l'occurrence Luke Skywalker, il est joué par un Américain. Et donc on a l'idée, en fait, de transmission du mythe arthurien de l'Angleterre aux États-Unis. On a une reprise quelque part, là je fais un parallèle, en fait, là c'est mon côté historien médiéviste qui ressort un peu, voilà, il faut bien que je laisse s'exprimer un peu, mais on a une image, une allusion à ce qu'on appelle au Moyen-Âge la translatio imperii, la translation de l'Empire. Au Moyen-Âge, on disait ça, en fait, l'Empire est né en fait en Orient, il est passé au grec, après il est passé aux Romains, et maintenant c'est autour de l'Europe. Alors chaque royaume va avoir son... va dire, alors, les rois de France vont dire que c'est les héritiers de l'empereur, les empereurs germaniques vont le dire aussi, les rois d'Angleterre vont le dire aussi. Et bien là, en fait, on a cette image-là, cette idée-là qui est reprise en fait dans la mythologie en fait arthurienne américaine contemporaine. Oui, c'est la même chose dans Indiana Jones. Exactement. Où c'est encore Sean Connery qui va jouer le pseudo-Merlin, qui va jouer l'homme de connaissance. Voilà, il va jouer l'homme de connaissance, et en fait, voilà, Indiana Jones, c'est le chevalier américain qui va trouver le Graal, en fait. Hein, alors que Sean Connery, lui, n'y arrive pas. Hein, il est blessé et tout, donc voilà, il n'y arrive pas. Donc, alors que là, c'est Indiana Jones qui va trouver le Graal. Hein, donc voilà quoi. Et d'ailleurs, je crois même que le chevalier qui garde le Graal, ça a vérifié, il faudrait réécouter Indiana Jones et la dernière croisade, donc le troisième Indiana Jones, le chevalier qui garde le Graal, je pense qu'il est joué par un acteur anglais qui doit avoir un accent anglais en fait. Hein. Donc il y a cette imagerie là en fait. Hein. Tu vois, je trouve que c'est hyper important quoi. Dans Harry Potter, alors là par contre c'est net. Hein. J.K. Rowling a dit qu'elle s'était inspirée d'un grand roman très populaire dans le monde anglo-saxon. C'est une tétralogie de romans qui s'appelle The Once and Future King, qui est écrit par un auteur qui s'appelle T.H. White. Hein. Qui d'ailleurs a inspiré le dessin animé de Disney en fait. Hein, donc, et J.K. Rowling a dit que c'était inspiré de ce roman-là, en fait, de la relation entre Arthur, le jeune roi Arthur et Merlin, dans ce roman-là, pour créer la relation Harry Potter Dumbledore en fait. Hein. De toute façon, en plus Dumbledore, il fait partie de l'ordre de Merlin, des choses comme ça. Donc voilà, les allusions arthuriennes, il y en a un paquet quoi. Puis en plus, leur école, c'est un peu dans un château. Enfin, voilà, donc bon. Les allusions arthuriennes, elles sont absolument énormes. Dans Le Seigneur des Anneaux, elles sont moins fortes, parce que Tolkien a beau être un Britannique, lui c'est un Britannique qui fait partie de la génération qui cherchait à se détacher du mythe arthurien. Notamment après la Première Guerre mondiale, le mythe arthurien a tellement été utilisé en gros pour dire en gros il faut se comporter comme des chevaliers, machin et tout, que la Première Guerre mondiale va mettre un coup d'arrêt à ça en fait. Hein. Il va y avoir un dégoût par la génération des survivants en fait pour cette espèce d'idéologie chevaleresque guerrière en fait. Hein. T.H. White, par exemple, hein, il est dans cette réaction-là. T.H. White, sa version du mythe arthurien, c'est une version pacifiste, en fait. Hein. Tolkien aussi, en fin de compte. Hein. Quand on regarde bien Tolkien, même s'il y a des allusions arthuriennes, par exemple avec Aragorn, donc il va récupérer l'épée, voilà, qui est brisée et tout, il va être reforgé et tout, qui va redevenir roi de Gondor et tout. En fait, les vrais héros de Tolkien, c'est Gandalf, quelque part, qui est le Merlin en fait, de l'affaire, mais surtout c'est les hobbits, et les hobbits c'est les gens normaux en fait. Donc c'est des anti-chevaliers en fait. Donc c'est pas. Chez Tolkien en fait c'est plus une apparence c'est plus un rejet en fin de compte. Hein. Et d'ailleurs Tolkien il va faire une traduction qui a été publiée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il a fait un texte arthurien, mais je pense que pour Tolkien, lui, les textes arthuriens ne sont pas des grands textes anglo-saxons. Pour lui, le grand texte, c'est le Wolf, en fait. Hein. Donc c'est vraiment ce qui le fascine, en fait. Hein. Donc voilà. Donc le Tolkien, on est plus dans la réaction au mythe arthurien, en fait, je pense. Ouais. On va terminer cet entretien, parce que il faut bien le terminer, malheureusement. Parce que là, je vois que tu as les bandes dessinées Camelot 3000. Ah, bien sûr.
C'est pas... Là, c'est une chose qui est assez fascinante. 3000, je trouve que c'est une BD qui est fascinante et qui a une énorme influence aussi. Parce que c'est une BD qui annonce, à mon avis, les grandes tendances à venir en fait, du mythe arthurien. En fait. C'est une BD qui a été faite dans les années 80 par Mike Barr et Brian Bolland, en fait, hein, donc, des auteurs anglais. Et en fait, donc ça se passe dans le futur, Camelot 3000. Donc c'est le roi Arthur qui se réveille dans le futur. Et qui, la Terre est envahie par des extraterrestres. Hein, donc là, on pourrait dire on est dans le pitch du film hollywoodien d'extraterrestres un peu idiot et tout. En même temps, moi j'aime bien ce genre de film. Donc, mais là où c'est absolument génial, c'est qu'ils font exactement ce que faisaient les créateurs américains des années 40. Hein, sauf que là, ils déplacent complètement le contexte. En fait, et ils déplacent complètement le mythe dans le futur. Et ce qui les libère complètement. En termes de scénario, ils font ce qu'ils veulent en fait, vu que le roi Arthur est dans le futur. Et ils font ce qu'ils veulent et ils font des trucs que ne pouvaient pas se permettre d'autres auteurs. Par exemple, donc Arthur se réveille, Merlin se réveille aussi, et ils invoquent en fait l'esprit des chevaliers de la table ronde, hein, et donc les esprits des chevaliers de la table ronde se réincarnent dans des gens en fait de l'an 3000. Et là où ça devient funky, c'est que Gauvin se réincarne dans le corps d'un japonais, qui est une espèce de samouraï de l'an 3000. Donc là, en plus, il y a un clin d'œil au manga et tout, voilà. Donc, première chose. Non, c'est Galahad qui se réincarne en samouraï. Gauvin se réincarne dans le corps d'un Africain, qui vit en Afrique du Sud. On est dans les années 80 quand même, on est en plein apartheid encore. Donc c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Surtout que cette BD-là était diffusée aussi en Afrique du Sud, donc il n'y a pas... donc, Gauvin se réincarne en africain. Alors Perceval, il se réincarne dans une espèce de Hulk, voilà, donc ça c'est assez marrant aussi. Il y a un clin d'œil évidemment, parce que c'est publié par DC Comics, il y a un clin d'œil très fort aussi évidemment aux super-héros. Et Tristan se réincarne dans un corps de femme. Voilà. Et alors là, on a un passage absolument génial. En fait, Tristan, au moment où l'esprit de Tristan arrive dans le corps de cette jeune femme, la femme elle s'apprête à se marier. En fait. Et donc tout à coup, elle fait bon, bah, c'est hors de question que je me marie. Donc elle prend une épée, elle se coupe les cheveux courts, en fait, et elle part de l'hôtel, en fait. Alors là, je trouve que c'est assez fort, parce que ça ressemble presque à un récit un texte géographique médiéval, où en fait les saintes, généralement, leur grande crise, c'était au moment leur refus en fait, du monde, et leur départ vers la sainteté, c'était le mariage, en fait. Donc c'était le refus du mariage. Et là où ça devient très fort, c'est que Tristan, voilà, je sais pas, voilà, donc retrouve Iseult, qui l'esprit s'est aussi réincarné dans un corps de femme, et donc elle commence à avoir une relation lesbienne avec voilà. C'est absolument dantesque. Moi je trouve que c'est assez marrant parce qu'on a là où on a les deux grandes transformations qui sont annoncées dans cette BD et qui ont eu lieu depuis. Hein. Il suffit de voir, par exemple, là il y a un épisode assez récent de la série de super-héros Legion of Tomorrow, en fait, qui a été diffusée en février 2017, là, donc le 24 février, qui a été vu par 2 millions de personnes déjà, donc voilà, c'est encore un truc qui marque. En fait, dans cet épisode-là, quasiment tous les chevaliers sont des femmes, en fait. Et bien là, déjà, voilà, on a une féminisation, en fait, depuis les années 80 du mythe, où notamment, en fait, complètement, maintenant, ça pose plus aucun problème, en fait, qu'il y ait des femmes qui combattent dans la table ronde. Ça a commencé dans la SF, mais maintenant, dans les nouvelles versions du mythe de la table ronde, il y a de plus en plus, en fait, de femmes qui sont des chevaliers, enfin des chevaleresses, hein, quelque part, pour reprendre le titre d'un très bon bouquin de Sophie Cassagne-Broquet, qui était chez Perrin, donc chevaleresses, donc les femmes guerrières au Moyen-Âge. Donc il y a des chevaleresses. Et donc c'est un mythe qui se mondialise. En fait, cette fois, il n'y a plus aucun problème pour créer des lancelots noirs, des Gauvins africains, des Galahad japonais et tout. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de versions japonaises du mythe arthurien faites dans le milieu des mangas, des trucs comme ça, quoi. Donc en fait, on est dans une nouvelle transformation en fait, du mythe arthurien. Tout comme quelque part le mythe s'est transformé déjà au XIIe siècle, hein. Et puis s'est transformé au XVe siècle, s'est transformé au XIXe siècle. Là, on est dans une nouvelle transformation au XXIe siècle, où en fait on a un mythe qui se mondialise et qui se dégenreise, voilà, donc c'est assez fascinant, quoi.
Et voilà, et ça c'est annoncé quelque part, c'est vraiment dans Camelot 3000, qui est pour moi une BD centrale qui a été beaucoup lue, qui a eu énormément d'influence. Ouais.